Le vendredi, c'est pédagogie dans Smart Bourse. Vous le savez, c'est le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Et comme c'est le 3e vendredi du mois, la leçon de trading de Bourse Direct laisse désormais la place à la chronique de Louis Yang, qui vient nous voir, cofondateur du Café de la Bourse. Bonjour et bienvenue, Louis. Bonjour, Grégoire. On initie avec vous ce premier rendez-vous. J'espère qu'on va pouvoir le maintenir chaque 3e vendredi du mois. Effectivement, jour particulier sur les marchés. On a eu nos traders pour parler de l'échéance mensuelle sur le CAC et sur les autres indices. Et donc, on a la place pour parler pédagogie avec vous pendant un quart d'heure. Un mot quand même du Café de la Bourse. Je suis retourné voir votre site. Oui, j'ai vu qu'il existait depuis 2007. Oui, ça fait un petit moment ça désormais. Ça fait presque 15 ans maintenant. Ouais. Hein. Oui, donc Café de la Bourse, en fait, a 2 déclinaisons, Café du patrimoine et Café du trading. L'idée, c'est de proposer un magazine financier en ligne qui permet aux investisseurs particuliers d'avoir du conseil, des analyses pour investir en bourse et également gérer son patrimoine au sens large en fonction du risque, de son appétence au risque et de son horizon de placement à court, moyen ou long terme. Vous allez nous apporter comme ça, une fois par mois, quelques éclairages sur les thèmes boursiers qu'on va pouvoir décliner avec vous. On va parler déjà des premières étapes pour investir en bourse. Mais vous avez ressenti, on en parlait là aussi avec nos invités précédemment, vous avez ressenti un regain d'appétit de nouveaux particuliers, de nouveaux investisseurs qui se sont intéressés au marché boursier, quelle que soit leur logique, j'ai envie de dire. Vous l'avez ressenti ? Ah oui, beaucoup. En fait, ça a vraiment commencé avec l'introduction en bourse de la FDJ, il y a un peu plus d'1 an et demi. Oui. Et ça s'est poursuivi avec la crise du Covid, le krach qui a eu lieu et justement la remontée, la volatilité aussi sur certains marchés. Nous, par exemple, cette semaine, on a couvert beaucoup lié aussi aux IPO qui ont eu lieu aux États-Unis l'année dernière. Donc là, on a couvert un sujet sur les futurs d'IPO de cette année qui sont les plus attendus. Vous avez parlé de Robinhood notamment et d'autres. Et après, on essaye aussi de vraiment avoir une approche globale du patrimoine. Donc on va parler de l'immobilier, de l'assurance vie et des fonds euros, des performances des fonds euros et évidemment des crypto-monnaies. Incontournable. Aujourd'hui, non mais c'est très bien parce que tous les horizons de temps sont représentés, le trading, le placement, l'investissement de moyen voire très long terme. Rappelons que justement, la bourse se veut un placement et un investissement de long terme. On peut faire du trading bien sûr, mais je crois que là le sujet qu'on développe avec vous, Louis, c'est plus pour des investisseurs ou des premiers investisseurs qui voudraient justement réussir leur entrée en bourse. Peut-être déjà revenir à la définition de ce qu'est une action. C'est ce qu'on achète quand on investit en bourse. Oui, exactement. Je pense que c'est très important de revenir sur la base de l'investissement en bourse parce que je parlais à l'instant de l'IPO de la Française des Jeux. C'est bien beau d'entrer en bourse en souscrivant une introduction en bourse, mais après, qu'est-ce que je fais ? Comment je gère mon portefeuille ? Quelle action je choisis, etc. Donc, pour revenir aux actions, avant tout, c'est bien de rappeler que c'est la part du capital d'une entreprise. Donc, en fait, on devient actionnaire, on devient propriétaire d'une petite part de l'entreprise, ou plus grande si on prend plus d'actions. Mais disons qu'il y a vraiment ce côté propriété. Donc, ça, c'est important. Et ça permet de voter en Assemblée Générale. Donc, d'influer sur la stratégie de l'entreprise. Donc ça, c'est très important. Après, on vient en bourse, évidemment, pour la démocratie actionnariale, c'est pas un vain mot, c'est vraiment quelque chose qui existe. Tout à fait. Et d'ailleurs, les grands groupes essayent justement de fédérer les actionnaires qui sont nominatifs en les incitant davantage à participer aux assemblées générales ou pour certaines actions, même offrir des actions pour les personnes qui ont détenu des actions sur une durée longue. Ah ouais. Comment est-ce qu'on achète des actions alors ? C'est ça la question. Alors, on achète des actions via un intermédiaire financier qui peut être un courtier en bourse, un courtier en ligne, ça peut être une banque. Donc, c'est assez large. Donc ça permet en fait d'aller en bourse et en fonction de votre intermédiaire financier, vous allez pouvoir avoir accès soit aux actions du CAC 40 évidemment, mais également à des actions du Nasdaq ou d'autres marchés. Donc ça va vraiment dépendre de l'intermédiaire que vous choisissez. Et puis l'autre solution, c'est d'arriver en primeur. Donc, participer à une introduction en bourse. Par exemple, Airbnb, le mois dernier, c'était une introduction qui était très attendue. Et donc ça, c'est une manière aussi d'arriver en bourse.
Le titre a pris plus de 100% sur la première journée de bourse, je crois, Airbnb, effectivement. Bon, ça montre qu'il y a... Et c'est la bourse, il y a des phénomènes d'exagération, d'exubérance, il faut le comprendre et le savoir, effectivement, pour être un investisseur aguerri. On peut acheter la bourse, on peut investir en bourse sans détenir en direct des actions. Il faut le comprendre, ça aussi, Louis. Oui, parfois on peut être investisseur en bourse sans le savoir, en fait. Et oui. Lorsqu'on investit dans des fonds, donc notamment des SICAV, qui est peut-être le type de fonds le plus connu. Donc on peut détenir une part de SICAV qui, elle, va investir dans une multitude de sociétés. Et en fait, c'est le gérant de la SICAV, donc le gérant de portefeuille, qui va faire le stock picking, donc la sélection de valeurs pour vous, et qui va avoir le market timing, c'est-à-dire décider à quel moment acheter ou vendre une action. Donc vous déléguez en fait la gestion de votre portefeuille, mais par contre il faut quand même choisir les fonds. Donc il y a quand même un travail de sélection à réaliser. Oui, mais vous dites, effectivement, parfois certains se retrouvent à être investis en partie en actions en bourse sans le savoir, à travers des plans d'épargne, entreprises ou autres. On ne regarde pas trop où on met son argent, on pense que c'est du fonds traditionnel obligataire, et non, il y a parfois une poche action. Oui, et de plus en plus d'ailleurs. Et de plus en plus, effectivement, c'est même recommandé de plus en plus d'avoir une poche action. De par le contexte actuel, les fonds euros sont de moins en moins performants. Les plus performants vont nécessiter une part de souscription en unité de compte obligatoire. Donc, toutes les personnes, via l'épargne salariale ou des assurances vie, qui ont des OPCVM, sont en fait investisseurs en bourse. Ça, c'est les fonds traditionnels, SICAV, OPCVM, effectivement. On voit aussi depuis plusieurs années la vague de la gestion indicielle qui s'oppose à la gestion active, dont la gestion faite par le gérant qui sélectionne titre par titre les entreprises qui entrent dans son fonds. Donc là, on parle d'ETF, de tracker. C'est une terminologie, de plus en plus démocratisée aujourd'hui, mais il faut peut-être expliquer aussi ce que sont ces types de produits. Oui, tout à fait. Les ETF, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il y a un engouement autour, mais il reste encore un potentiel de croissance très élevé, notamment en France, si on se base par rapport à la quantité d'ETF qui est utilisée aux États-Unis par les investisseurs particuliers. Ce sont les produits les plus traités sur le marché américain. Les produits de marché qui sont les plus traités au quotidien sont des ETF. Tout à fait. Et les ETF, donc pour expliquer simplement, pour revenir à la base, ce sont des fonds indiciels cotés en bourse, donc qui peut être traité comme une action. Et c'est des ETF qui vont être sur des indices, tout type d'indices. Donc ça peut être l'indice CAC 40, Nasdaq, mais ça peut être d'autres types d'indices plus évolués, ça peut être des indices sectoriels, etc. Donc l'idée, c'est vraiment essayer de reproduire à l'identique la performance de son indice de référence. Des indices ESG, les fournisseurs d'ETF nous disent que ça a été la grande année des ETF ESG. Là, évidemment, tout le monde veut de l'ESG aujourd'hui, donc prendre en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Des ETF ESG ou des fonds ESG. Ou des fonds ESG, bien sûr. Oui, différentes thématiques sur le social impact, sur le développement de l'énergie propre, l'énergie renouvelable. Oui, c'est vrai. On peut aller très précisément sur des thématiques particulières. Oui, tout à fait. Sans être forcément obligé d'acheter l'ensemble du marché du S&P 500. Et puis enfin, les produits dérivés, il faut en dire un mot parce que ça permet d'être exposé effectivement au marché actions sans détenir d'actions en direct, en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette catégorie de produits spécifiques, Louis ? Alors, c'est très large. C'est-à-dire que là, on peut citer les turbos, les varants, les options, futurs, produits structurés, etc. Donc, c'est vraiment très large avec des caractéristiques qui peuvent quand même différer. Plus difficiles à appréhender aussi de prime abord parce qu'il y a des paramètres complémentaires par rapport à une action comme la valeur temps ou autre. Donc il faut s'y intéresser parce qu'on peut à mettre en place des stratégies intéressantes. On peut gérer du coup son portefeuille boursier de manière plus sophistiquée. On peut utiliser l'effet de levier, par exemple, qui permet, lorsqu'on a une anticipation, d'amplifier en fait la performance si l'anticipation est bonne. En revanche, si elle est fausse, ça amplifie les pertes aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention à ce ça nécessite un apprentissage. Il faut le dire quand même. Oui, exactement. Produit, Il vaut mieux ne pas débuter en bourse via des produits dérivés. Après, il ne faut pas l'exclure en se disant c'est plus risqué. C'est pas toujours vrai parce que j'évoquais les produits structurés. Au contraire, les produits structurés, c'est une manière d'arriver en bourse et d'avoir une protection partielle de son capital. Et donc l'effet de levier, mais ça peut aussi être une autre stratégie qui est de profiter d'une baisse.
Si on pense à l'exubérance actuelle des marchés, si on cite Tesla par exemple, on peut se dire que ça va peut-être se retourner. Et ben à ce moment-là, un produit dérivé du type put, comme une option put ou un turbo put, à la baisse. Exactement, et du coup de valider un scénario de marché. Bon, voilà pour quelques recommandations, mais évidemment, tout ça nécessite d'être approfondi. Et bon, Café de la Bourse est là pour ça, pour vous aiguiller. Smart Bourse sur Bismart également, mais on vous apporte un éclairage pédagogique avec Louis Yang, donc chaque 3e vendredi du mois, qui sera avec nous à 19h15, cofondateur du Café de la Bourse. Voilà donc pour cette première chronique avec vous, Louis, et les premières étapes, les premiers pas pour investir en bourse et s'intéresser au marché actions. Merci beaucoup, Louis, d'avoir été avec nous. Très bon week-end à toutes et à tous. On se retrouve lundi en direct à 12h30 sur Bismart.